LISA est un dispositif conçu pour repérer et comprendre les besoins et les forces des élèves afin de mieux accompagner leur bien-être et leur santé mentale. LISA est composée d'une plateforme numérique, d'un parcours de formation destiné aux enseignants et d'un réseau de collaboration multi-acteurs. Soutenu par l'État, le projet LISA France 2030 vise à améliorer le bien-être d'environ 70 000 élèves dans 190 établissements en France et à l'international. Le projet LISA se construit autour de la question essentielle de comment favoriser le bien-être de tous les élèves afin de leur permettre d'apprendre et de progresser ensemble en s'épanouissant. On voit bien évidemment que chaque élève est unique, qu'il a ses forces, qu'il a ses besoins spécifiques, mais qu'il évolue au sein d'un collectif, le groupe classe. Et le défi qui se pose aux enseignants au quotidien va vraiment être de pouvoir transmettre des connaissances, veiller à l'acquisition des connaissances et des compétences pour chacun de ces élèves au sein d'un groupe. Les statistiques sur la santé mentale montrent l'importance d'adresser ce sujet dans le cadre scolaire. Et c'est dans ce contexte que LISA intervient. Alors on a de nombreux dispositifs qui existent évidemment, au rang desquels les PAP qui accompagnent les élèves et qui exigent un diagnostic formel pour offrir un soutien. Mais on a aussi des élèves qui n'ont pas forcément ce type de programme d'accompagnement et qui ont également des besoins. Que proposons-nous concrètement ? LISA offre des formations, des outils et des ressources élaborés à partir d'une collaboration interdisciplinaire d'enseignants, cliniciens, chercheurs et ingénieurs. Grâce à cette co-construction, les ressources sont à la fois scientifiquement rigoureuses et adaptées à la réalité scolaire. Au cœur de cette initiative se trouve une plateforme numérique qui comprend un outil de repérage et une base de ressources qui propose des interventions concrètes à mettre en place dans la classe. Le questionnaire Facettes, qui comprend 12 questions, permet aux enseignants de faire une observation systématique et structurée de chaque enfant. À partir des réponses fournies au questionnaire, un tableau de bord individuel se génère et offre un résumé des forces et des besoins de chaque élève, ainsi que des suggestions pour les enseignants. Alors ces suggestions sont présentées sous forme de fiches simples et pratiques, prêtes à l'emploi. La base de ressources Lisapédia est quant à elle composée de toutes les fiches pratiques prêtes à l'emploi, ainsi que des hyperliens permettant d'accéder à des ressources externes, pédagogiques et théoriques. LISA propose également des formations pratiques, en ligne et en présentiel, qui sont adaptées aux besoins des enseignants. La démarche LISA s'appuie sur un programme de recherche mené par des chercheurs spécialistes de la santé mentale et du neurodéveloppement. Ce programme s'appuie sur un comité éthique scientifique international, assurant ainsi la rigueur, le respect du cadre éthique et la protection des données. L'école joue un rôle crucial dans le bien-être et l'épanouissement des enfants et des adolescents. L'équipe LISA travaille pour fournir des outils à la hauteur de ces enjeux. Bienvenue à ceux et celles qui viennent d'arriver. Donc nous allons aujourd'hui, nous vous accueillons pour un webinaire qui s'intitule Prévenir et traiter le harcèlement scolaire à l'aide de la méthode du jeu de l'idiot. Il nous est présenté par Claire Dain. Bonjour. Bonjour Claire, bienvenue. Bonjour Manon. Merci de votre confiance. Merci au Learning Planet Institute et à ce projet très intéressant, projet LISA. Merci à vous. Mais sans plus tarder, je vais donner la parole à notre chère Claire, qu'on est très heureux et surtout heureuse d'accueillir aujourd'hui pour nous présenter du coup son webinaire autour du harcèlement scolaire et plus précisément, elle va axer sur la présentation de la méthode du jeu de l'idiot. Mais qui est Claire, peut-être vous vous en doutez si vous êtes là aujourd'hui, c'est une psychologue clinicienne et coach professionnel certifiée. Elle est titulaire d'un Master 2 en psychologie clinique et psychothérapie de l'Université de Paris 8 et spécialisée en psychotrauma et périnatalité. Elle est formée à différents types de méthodes comme hypnose, EMDR, ce qui s'appelle les thérapies orientées solutions et les thérapies narratives. Et elle-même forme régulièrement des professionnels de santé. Et donc elle est notamment habituée de parler de ces thématiques de harcèlement. Voilà, donc normalement, elle n'est pas trop impressionnée, n'est-ce pas Claire? Très bien. C'est une habituée. Voilà, elle anime également des ateliers en milieu scolaire autour des problématiques de harcèlement scolaire et d'addiction aux écrans. Voilà, donc je te laisse Claire partager ton écran et Parfait. présenter
Merci Manon. Je vous en Je prie. rajouterais une petite phrase, c'est que je suis très heureuse de partager aujourd'hui ce jeu de l'idiot avec vous, puisque j'ai commencé à m'intéresser au harcèlement scolaire suite à un constat que j'avais au cabinet, non seulement d'enfants qui en souffraient, mais d'anciens enfants, d'adultes, qui me racontaient avoir été victimes de harcèlement scolaire au lycée ou au collège ou même au primaire, et qui n'en avaient jamais parlé à personne. J'étais la première personne à qui ils en parlaient alors qu'ils avaient parfois 30, 40 ans. C'était très surprenant. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au harcèlement scolaire, je me suis équipée de tas d'ouvrages, j'ai fait des tas de recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'états des lieux, c'est-à-dire des livres qui recensaient un petit peu ce qui se passait, ce que je voyais au cabinet, mais très peu d'outils pratico-pratiques. Et donc, je suis heureuse, Manon, que vous me donniez l'occasion aujourd'hui de partager quelque chose voilà, que vous ressortiez avec quelque chose de pratique. Avec plaisir, c'est vraiment notre volonté de non seulement comprendre les phénomènes, mais aussi sortir avec des outils, des pistes de solutions. Donc, je Voilà. te laisse le terrain. Donc, on va parler de harcèlement scolaire, on va parler de développer sa résilience émotionnelle à l'aide de la méthode d'un psychologue que je vais vous présenter et qui s'appelle Idzi Kalman. Alors, une petite définition, même si tout le monde sait ce que c'est. Le harcèlement scolaire, ce sont des attaques petites. Alors, j'ai mis des guillemets à petites parce que parfois ce sont des petites choses mais qui sont répétitives, d'accord? Attention à ne pas banaliser, c'est pas parce que c'est petit mais si c'est répétitif et volontairement blessant, soit verbalement, soit psychologiquement, soit physiquement, j'ai marqué. Alors, physiquement, on parle de harcèlement quand il y a une pitchnette ou poussée et sinon, on va parler, ce sera plutôt de la violence physique. Donc là, on est dans le harcèlement, c'est une violence psychologique qui peut s'accompagner de petites poussades. Voilà, un enfant qui va dire, je me suis fait pousser, par exemple. Le harcèlement scolaire, c'est le fait d'un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui n'arrive pas à se défendre. Ça, c'est très important. On va voir tout à l'heure que c'est ce qui fait que le harcèlement continue, c'est que le harceleur se rend compte que la victime n'arrive pas à se défendre. Alors, précision, dans ce webinaire, je vais parler de victimes, de harceleurs, de harcelés. Dans la vraie vie, j'emploie pas ces termes-là parce qu'il ne faut mettre aucune étiquette sur les enfants. On n'est pas déterminé par ce qui nous arrive, on n'est pas défini par ce qui nous arrive. Il y a des enfants qui sont harcelés, qui termineront peut-être un jour dans un autre cadre harceleur et inversement. C'est juste pour qu'on se comprenne. Ici, je parlerai de harcelé et harceleur. Et le harcèlement, c'est quand un enfant est donc insulté, menacé, isolé, bousculé, ou qu'il reçoit des messages à caractère injurieux à répétition. Alors, sur quoi porte le harcèlement? Euh, Principalement l'apparence physique, le sexe, l'identité de genre, le nom, un handicap, l'appartenance à un groupe social, religieux, culturel, un trouble de la communication qui affecte la parole, toute différence, on va dire. Et, chose importante, le harcèlement est une cause de phobie scolaire. C'est-à-dire que souvent chez nous, les psys, on reçoit des enfants qui vont plus à l'école et il se trouve que derrière, il y a une problématique de harcèlement. Et le harcèlement est quelque chose dont les enfants ne parlent pas aux adultes. Pourquoi? La première chose, c'est qu'ils ont peur que les parents, notamment, ou l'école, interviennent à leur place et que ce soit pire, qu'il y ait des représailles. La deuxième chose, c'est qu'ils ont honte, honte de ne pas savoir se défendre. Enfin, ils ne veulent pas inquiéter leurs parents, pas alourdir leur quotidien. Et puis, ils ont peur. Ils ont peur de ceux qui le menacent. La notion de répétitivité, elle est essentielle. C'est pas toujours le mot qui est blessant. Parfois, ça peut être juste t'as des lunettes ou serpent à lunettes ou papillon. Vous voyez, papillon, c'est pas un mot qui est méchant. Mais la répétitivité, beaucoup d'enfants me disent la première fois, j'ai trouvé ça bête, mais comme c'était tous les jours, tout le temps, je me suis dit que c'était vrai. Et il y a quelque chose aussi chez les enfants, c'est que, qu'on retrouve aussi chez les adultes, malheureusement, c'est que quand un groupe ou quelqu'un est violent à notre égard, pour trouver du sens à ça, eh bien, on se dit que ça doit être vrai. Voilà, qu'il doit y avoir quelque chose de vrai dans le fait de me traiter d'animal ou je ne sais quoi. C'est un phénomène qui a pour conséquence d'affecter l'enfant, sa famille, ses amis, l'école et le monde, puisque c'est un vrai sujet de société et que Manon a parlé tout à l'heure de 20%. Je pense que ces chiffres, ça c'est les statistiques, je pense que ces chiffres sont bien plus élevés. Mais en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui s'intéresser aux enfants sans s'intéresser au harcèlement scolaire. Ça fait partie des gros problèmes de santé mentale des enfants et c'est très important de s'y intéresser.
Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors, dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, dévalorisation, baisse d'estime de soi, un enfant qui n'est pas très en forme, qui va, bon, pas avoir très envie d'aller à l'école. Et puis, ça peut être des maux de ventre, et puis ça peut être des attaques de panique, des troubles anxieux généralisés, dépression, phobie scolaire, et pire encore, tentative de suicide, bien sûr, dans des cas très graves. Mais en tout cas, des idées noires, même sans aller jusqu'aux tentatives de suicide, des idées noires. Donc, vous voyez qu'il y a un panel entre je manque de confiance en moi et idées noires. Voilà en tout cas les conséquences. Alors, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Quelles sont les approches qui existent concernant la lutte contre le harcèlement? C'est un sujet de société, oui, mais c'est souvent un échec. Et donc, les approches existantes, je vais vous les présenter, sont des bonnes idées, mais qui ne marchent pas toujours, qui sont ce que j'appelle les fausses bonnes idées, qui ne permettent pas d'équiper la victime de quelque chose pour l'avenir dont elle pourra se resservir et qui la renforce, qui lui permettent de renforcer sa résilience. Alors, en gros, il y a trois approches. Changer l'école, responsabiliser l'école, la rendre responsable de ce phénomène. Changer le harceleur, tout à l'heure je vais vous présenter une autre méthode. Et puis, inciter le harcelé à contre-attaquer, changer le harcelé. Alors, pour expliquer un petit peu, responsabiliser l'école, c'est la méthode Olveus, qui est un psychologue également. C'est une méthode qui est apparue dans le contexte de la fusillade de Colombine en 99. C'était, vous vous souvenez sans doute, des enfants qui avaient tiré avec des armes à feu, qui avaient fait 13 morts et 24 blessés. Et il se trouve que ces enfants-là avaient laissé une lettre en disant, nous aujourd'hui, si on a attaqué, tiré sur tout le monde, c'est parce qu'on a été nous-mêmes harcelés. Donc il y a eu un vent de panique dans les établissements scolaires et on s'est dit, il faut que la notion de droit humain soit étendue à l'école. De la même façon qu'un individu a le droit d'être tranquille dans la vie, au travail, dans la rue, il faut qu'à l'école, il puisse être tranquille. Et on va mettre en place des comités de prévention. On va rappeler les règles, on va enseigner à quel point harceler est négatif. Quand vous regardez la prévention, il y a beaucoup de morale. Ce n'est pas bien de faire de la peine, ce qui est tout à fait vrai, hein. On va proposer de superviser toutes les activités des élèves. Alors, c'est compliqué s'il y a des enseignants, et j'imagine qu'il y en a parmi nous. On sait très bien que les enseignants ne peuvent pas surveiller les enfants partout. Il y a du harcèlement qui a lieu aux toilettes, pas mal d'ailleurs. Et donc, c'est compliqué. L'idée, c'est d'intervenir immédiatement pour protéger la victime, sanctionner l'agresseur, impliquer les parents. Donc, c'est quelque chose qui est plein de bon sens. On dénonce, on protège, on sanctionne. L'idée est belle, mais elle refuse l'idée de résolution de conflits entre enfants. Or, l'agressivité, c'est quelque chose qui naît depuis le début de la nature humaine. Moi, j'ai travaillé en crèche pendant de nombreuses années. On voit que déjà, dès la crèche, dès la dernière section, on voit qu'il y a de l'agressivité euh, émerge euh, et que ça fait partie de la nature humaine. Et là, quelque part, quand on punit les méchants, eh bien, on donne pas à l'enfant la possibilité de se défendre. C'est une idée, c'est un programme aussi qui est chronophage. La méthode Olveus, à son origine, elle a 2 ans de mise en place, donc c'est long. Un enfant qui va mal, il a besoin d'aller vite assez rapidement. Et c'est une méthode qui induit l'impuissance apprise. Qu'est-ce que c'est que l'impuissance apprise? C'est une notion en psychologie qui veut dire que quand on fait à la place de l'enfant, eh bien le message tacite qu'on lui transmet, c'est tu n'es pas capable de faire. Je vais vous donner un exemple classique que je donne dans mes formations. L'impuissance apprise, si vous avez des enfants qui ont 3 ans, le matin, ils apprennent à faire leur lacet, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant d'aller à l'école. Et puis le matin, vous êtes un peu à la bourre comme tout le monde, puis vous allez leur dire, laisse, je vais faire pour toi parce qu'on est pressé. C'est bien parce que sinon vous êtes en retard. Et c'est pas bien parce que ça signifie tu sais pas faire tes lacets tout seul. Ça, c'est l'impuissance apprise. Et donc intervenir à la place de l'enfant, c'est lui dire laisse. Quand tu as un problème, on va faire à ta place. C'est une très mauvaise idée. Ça demande une très grande implication du personnel, encore une fois, de surveiller partout les enfants. Et puis, c'est une approche, on va dire, légale et juridique, c'est-à-dire la victime ne peut pas régler le problème, l'enfant qui se fait harceler, elle doit faire appel à une instance, euh, à la justice, à l'institution, d'accord? Enfin, ça donne du pouvoir aux agresseurs. Quand ils voient tous ces clips qui sont faits de prévention, regardez tout ce qu'on met en place à cause de vous. Ça leur donne beaucoup trop de pouvoir et vous savez que les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. Ça encourage les représailles, c'est-à-dire que certains enfants
harceleurs, eh bien, la prochaine fois, ils s'y prendront juste plus discrètement, ou alors sur le trottoir d'en face de l'école. Ce n'est plus du harcèlement scolaire à proprement parler, mais c'est du harcèlement scolaire pour l'enfant qui est harcelé. Ça va stigmatiser les harceleurs, les agresseurs, pardon, en méchant, hein. On me demande souvent, mais est-ce que il y a un profil type d'enfant agresseur? Non, il n'y a pas de profil type d'enfant agresseur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, attention à ne pas étiqueter. On peut être dans un contexte enfant harceleur, dans un autre contexte enfant harcelé. Et puis ça surcharge les professeurs. Euh, la deuxième méthode, c'est la méthode sur laquelle repose le programme phare, dont tout le monde a entendu parler. C'est la méthode de Picasse ou bien la méthode de la préoccupation partagée. Quel est le principe fondateur? C'est de diminuer l'effet de groupe, en essayant de travailler en collaboration, j'ai envie de dire, avec l'enfant qui harcèle, de solliciter l'enfant, l'agresseur, et d'explorer avec lui les propositions de solutions. Comment on va faire en pratique? On va convoquer un enfant qui en embête un autre, et puis on va lui dire, donc sans punition, sans prendre parti, sans faire la morale, on va lui dire, écoute, on se fait du souci pour ton camarade untel, on se rend compte qu'il n'est pas bien. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu pourrais nous aider? Il y a des enfants qui lui ont causé du tort, on s'inquiète pour lui, est-ce que tu sais ce qu'on pourrait faire pour l'aider? Donc, on va responsabiliser l'enfant qui est harceleur. L'esprit, c'est de réparer les torts dans un principe de coopération. C'est une méthode qui est très intéressante pour le harcèlement de groupe. D'accord? Mais c'est une méthode à nouveau où on met de côté la victime. La victime est quand même reçue une fois au début. Et puis ensuite, elle est mise de côté. Et c'est surtout, on va s'attacher à aller voir plutôt l'agresseur, le harceleur, donc on le reconvoque quelques jours après pour lui dire, bon, alors, est-ce que tu as une idée? Comment tu trouves ton camarade untel? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il soit aussi mal? Donc on va centrer nos efforts là-dessus. Et pour l'instant, on met un petit peu de côté la victime, ce qui pose problème pour les raisons que je vais vous exposer. Donc, c'est une méthode hein, qui est institutionnelle. Elle n'est pas applicable aux parents, aux thérapeutes. C'est une méthode d'intervention et pas de prévention, c'est-à-dire on la met en place une fois qu'il y a harcèlement. Donc ça ne tient pas compte du harcèlement individuel et à nouveau, comme je l'ai dit, elle est centrée sur le harceleur. Donc la victime encore est en position passive. Alors une autre fausse bonne idée qu'on a, c'est de dire à l'enfant, et ça c'est souvent les parents qui disent ça, les papas notamment, si on est méchant avec toi, sois plus méchant avec l'autre. Donc on incite l'enfant à contre-attaquer. Donc, on va lui dire, bah, vas-y, réponds-lui, mais il te dit ça, mais dis-lui ça, etc. Mais c'est une méthode qui est compliquée parce qu'apprendre à être méchant quand on est gentil, ça marche pas toujours. C'est risqué parce que si ça marche pas, l'enfant va se ridiculiser, ça va donner encore plus de force au harceleur. Rappelez-vous qu'un enfant qui harcèle les autres, un enfant à l'enfance, l'adolescence, c'est un âge où on a besoin d'appartenance, de ce sentiment d'appartenance. Quand un enfant en embête un autre, ce qu'il veut, c'est être regardé par tout le monde dans la classe et qu'il ait du coup le rôle du méchant, le rôle entre guillemets, voilà, pas du leader, mais enfin, voilà, de celui dont on a peur, le costaud, celui qui a du caractère. Et donc, si un enfant contre-attaque, mais qu'il est à côté, eh bien, il va se faire ridiculiser encore plus. Faut pas oublier ce sentiment d'appartenance, il est très important. Ça permet aussi de faire la nuance entre un enfant qui harcèle, c'est pas un enfant méchant. C'est un enfant qui a besoin de plaire. C'est un enfant qui a besoin qu'on le regarde. C'est un enfant qui a besoin d'attention. C'est un enfant qui a besoin de prendre de la place. C'est un enfant qui a besoin d'être admiré, c'est pas un méchant. Mais en tout cas, quand on dit à quelqu'un, à son enfant, vas-y, sois plus fort que lui, bah, on risque de le mettre en position difficile. Alors, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux aussi de contre-attaquer? Parce que si ça marche, si l'enfant harcelé se met à devenir harceleur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le harceleur se sent victime et devient plus agressif. Donc, en fait, ça crée un petit peu, hein, c'est délicat, l'agressivité, on sait qu'elle est difficile à doser. Quelqu'un dit un mot, l'autre plus fort, on peut en arriver à des mains, à des coups. Ça crée des victimes aussi, qui deviendront peut-être des harceleurs par la suite. C'est-à-dire qu'on voit des enfants qui ont été harcelés qui changent d'établissement, par exemple, et qui deviennent harceleurs.
Et puis surtout, ce n'est pas préventif à nouveau. Ça n'apprend pas à s'en sortir pour la fois d'après. C'est-à-dire, je vais contre-attaquer, je vais répondre plus fort. Ça va marcher sur ce coup-là, mais ouf, j'ai eu de la chance. Je ne sais pas si ça fonctionnera la fois d'après. Alors, qu'est-ce qui se passe si baisser la tête, dénoncer, s'énerver, aller voir le parent, la prof, l'école, le CPE, ignorer, bouder? Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Et pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que ça signifie je suis touchée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un enfant va voir l'école pour dénoncer, qu'on met en place tout un programme autour de l'enfant, que l'enfant riposte, eh bien il montre à son harceleur, voilà, je suis touchée. Et c'est ce que veut le harceleur en fait. Le harceleur veut absolument embêter l'autre et il veut que ça marche. Alors, c'est là où ça devient intéressant euh, et c'est vraiment, c'est une autre philosophie que je voudrais vous présenter, c'est que le harcèlement, c'est une relation. Une relation, c'est une relation à au moins deux individus ou plusieurs, mais il suffit qu'on bouge une pièce pour que l'autre pièce bouge. Si certains d'entre vous ont déjà pratiqué la communication non violente, eh bien souvent, les patients me disent, mais à quoi ça sert que je fasse de la CNV si mon mari, ma fille, ma belle-sœur n'en fait pas? Eh bien, détrompez-vous, je leur réponds souvent qu'il suffit de changer sa manière de parler pour que ça crée du changement sur l'autre. Et ce que j'explique aux enfants, je leur dis, mais est-ce que tu sais pourquoi elle te harcèle? On me répond souvent, mais parce qu'elle sait que ça me fait mal et que je ne sais pas me défendre. En fait, c'est les deux points. Elle sait que ça me fait mal, elle m'a touchée, et je ne sais pas me défendre. La réaction d'un enfant à une attaque euh, peut être la cause du harcèlement, c'est-à-dire vous faire durer la situation. Je m'explique. Un enfant n'est jamais responsable de se faire harceler. En revanche, la manière dont il réagit à un harcèlement, en boudant, en dénonçant, en contre-attaquant, ça donne envie à l'autre de continuer. Le harcèlement, c'est comme une machine à sous. Alors, je peux dire machine à sous à des adultes, pour des enfants, je peux dire une machine à jouets de la foire du trône. Et donc, je leur explique, tu vois, quand tu es à la foire du trône, que tu mets un jeton, ben, si tu obtiens une peluche, un cadeau, ben, et que tu as d'autres jetons, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu recommences, puisque tu te dis, bah, ça marche. Mais en revanche, si tu mets un jeton puis que tu n'obtiens rien, une fois, deux fois, trois fois, eh bien, tu vas arrêter. Le harcèlement, c'est pareil. Hein. Tu n'es pas responsable de l'attaque qu'on vient de te faire. Mais en revanche, la manière dont tu réagis, c'est comme si tu offrais un cadeau à ton harceleur. Et donc, moi, si tu veux, je vais t'aider à modifier ta posture. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, travailler sa résilience émotionnelle, c'est-à-dire à montrer que tu n'es pas touché. Si je montre à l'autre que je suis touchée et qu'il a le contrôle, il continue. Mais je peux reprendre le contrôle de la relation. C'est ça l'idée du jeu de l'idiot. C'est que la seule façon de s'en sortir, c'est de montrer qu'on est fort, qu'on est indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire indépendant? C'est que notre bien-être n'est pas dépendant de ce qu'on pense de nous ou de ce qu'on nous dit et qu'on contrôle notre vie et de modifier radicalement sa façon de réagir. Le harcèlement étant une relation, ça c'est la systémie en psychothérapie. S'il n'y a plus de harcelé, il n'y a plus de harceleur. D'accord? Avec, je le répète, hein, la limite du jeu de l'idiot, la limite de cette approche, c'est les coups. Dès qu'il y a coup physique, là, on fait intervenir un adulte, là, on dénonce, là, on sanctionne, là, on protège. C'est important que je le redise. Mais comment on fait concrètement? Eh bien, il faut donner à l'enfant des outils pour se défendre verbalement, en l'aidant à développer ses compétences. On est doté de peu de compétences relationnelles, émotionnelles. Ça, c'est des choses qui s'apprennent pas à l'école. C'est bien dommage. Mais c'est important de dire à l'enfant, je peux t'aider. Ça s'apprend. D'accord? C'est très simple, mais ça s'invente pas. Se sortir de l'agressivité de manière pacifique, ça s'apprend. On va aider l'enfant, on va lui donner le sentiment qu'il va pouvoir s'en sortir seul. Rappelez-vous de cette phrase de Maria Montessori, aide-moi à faire tout seul. L'idée, c'est de donner de l'autonomie à l'enfant, de la même façon qu'en psychothérapie, on donne de l'autonomie à nos patients. Eh bien, là, en tant que parent, en tant que prof, en tant que thérapeute, on va donner de l'autonomie. Je vais te donner un outil, tu vas voir, tu vas pouvoir t'en servir seul. Et on va l'aider à changer la perception de son identité en apprenant à travailler sa réaction via le langage verbal et non verbal. Je vais vous expliquer, puis tout à l'heure, avec l'aide de Manon, si vous le voulez bien, on fera un petit exemple si elle est d'accord.
Donc, quelle est cette méthode qui apprend cela? Donc, c'est la méthode d'Idzi Kalman qui s'appelle le jeu de l'idiot. Donc, Idzi Kalman est psychologue scolaire américain. Il s'est intéressé depuis de nombreuses années au harcèlement. Le jeu de l'idiot, il ne suffit pas de l'expliquer, il faut absolument faire le jet de rôle. C'est une expérience. Vous le savez, on apprend bien mieux que des grands discours, on apprend avec ce qu'on fait. Donc, c'est un jeu que vous allez faire en jeu de rôle, un petit peu comme je vais faire tout à l'heure. Manon, tu es d'accord qu'on fasse un petit jeu de rôle dans quelques minutes? Oui, je suis tout à fait d'accord. Parfait. Donc, vous allez en fait faire ce jeu de rôle. Et puis, il y a quelque chose d'assez ludique. Et on va voir tout à l'heure les règles sur lesquelles repose ce jeu. C'est un jeu qui consiste à respecter non pas ce que dit l'autre, d'accord, mais son droit de le dire. Alors ça, c'est intéressant dans la vie. C'est-à-dire que chacun a le droit de penser ce qu'il veut, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et je respecte pas le contenu de ce qui est dit, mais son droit de le dire. Et à nouveau, je répète, qu'il ne s'adresse pas aux violences physiques. Alors, pour apprendre à jouer, il faut connaître le mode d'emploi d'un jeu. On va différencier les dégâts objectifs, d'accord, des coups, des dégâts subjectifs, d'accord. Le harcèlement est un dégât subjectif. Pourquoi? Parce que les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. La personne en face de moi a le pouvoir que je lui donne. Vous voyez que c'est hyper utile même dans notre vie d'adulte. Le harcèlement scolaire ne s'arrête pas à l'école, il continue à l'université, il continue dans le monde du travail, en particulier dans le monde institutionnel. S'il y a ici des profs parmi nous, vous savez que dans toutes les structures où il y a de la hiérarchie, où il y a parfois de la compétition, de la rivalité, eh bien, il peut y avoir du harcèlement. Et donc, l'idée vraiment, c'est d'apprendre à l'enfant à s'équiper pour l'avenir. Et puis, différencier un débat d'un harcèlement. Alors ça aussi, c'est important. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'est-ce qu'était le harcèlement scolaire. C'est important aussi de parler de liberté d'opinion et de démocratie et d'expliquer aux enfants, tu sais, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. On n'a pas le droit de frapper, ça c'est une infraction. On n'a pas le droit de donner un coup à quelqu'un. Mais par contre, dire, on a le droit. On est en démocratie. Et ce que n'est pas le harcèlement, c'est un débat. D'accord? Donc ça aussi, c'est important de dire aux enfants, on a le droit de ne pas être d'accord avec toi. Moi, parfois, je recadre un petit peu. Je dis, est-ce que ça, c'est du harcèlement ou est-ce que ça, c'est un débat? D'accord? Alors, quelle est la règle pour jouer? On est harcelé parce que ça marche. C'est la première règle. Rappelez-vous de la machine à sous ou bien de la machine où on introduit la machine de la foire du trône où on introduit un jeton. C'est parce que ça marche qu'on continue. La règle des réciprocité. On a tendance à traiter les autres comme ils nous traitent. Si quelqu'un me traite d'idiot, ben, je vais avoir tendance à m'énerver et puis à le traiter de tous les noms aussi, hein. Rappelez-vous ce que souvent les papas disent aux enfants, vas-y, traite-le. Mais nous devrions traiter les autres comme nous aimerions qu'ils nous traitent. D'accord? Et ça crée quelque chose qui est inattendu. La règle sociale, à nouveau, liberté d'expression et d'opinion, tu as le droit de penser cela, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et puis la règle émotionnelle, c'est développer sa résilience. Je vais être heureux, même si tu me détestes. Je vais être heureux parce que je l'ai choisi, dit Marshall Rosenberg. Car nous avons en nous les ressources émotionnelles, relationnelles, communicationnelles. Alors dans ce jeu, le jeu de l'idiot, celui qui se met en colère, il perd. Et celui qui reste calme, il gagne. Donc on va voir comment ça fonctionne. Si je traite en ami quelqu'un qui se comporte en ennemi, il est déstabilisé. On appelle ça en psychologie une rupture de pattern, c'est-à-dire un élément qui arrive. Si je parle dans un langage agressif à quelqu'un qui me parle dans un langage de douceur, ça crée une asymétrie relationnelle, on appelle ça, c'est-à-dire c'est comme quand vous cherchez dans la radio entre deux, vous savez, les anciennes radios, et puis là vous entendez ça grésille, c'est-à-dire ça marche pas. Si je t'agresse, tu dois te sentir agressé. Et si tu te sens pas agressé, alors je comprends pas. Et donc là, je prends le harceleur à contre-pied, je vais inverser la structure relationnelle. Alors comment? Ben, on va voir, il y a un certain nombre de questionner, par exemple, ça crée de la confusion. Dire à quelqu'un, ah bon, tu trouves? Ça crée de la confusion. Et si je me comporte en ami avec quelqu'un qui vient de me harceler, c'est lui qui devient ridicule. Mais attention de le faire avec sincérité et de le faire tout le temps. C'est-à-dire, je ne peux pas le faire une fois, puis après bouder, aller le dénoncer ou contre-attaquer. Si je le fais tout le temps. Donc, comment on fait? On reçoit un enfant, puis on va lui dire, ben, raconte-moi ce qui t'arrive en ce moment. Et chose très importante, on va bien évidemment questionner hein, la situation, accueillir ses émotions, ça c'est important.
On va lui demander dans quel contexte il est harcelé, qui lui dit quoi, combien ils sont, comment il réagit, pourquoi à ton avis ils font ça. Qu'est-ce que tu as déjà essayé de faire pour t'en sortir et est-ce que tu veux qu'ils arrêtent? Cette question un peu paradoxale, est-ce que tu veux qu'ils arrêtent? Évidemment que oui, mais ça permet d'obtenir de la part de l'enfant un engagement. Et puis, on va faire comprendre à l'enfant que les relations sont un jeu. Ceux qui connaissent ici l'analyse transactionnelle, euh, il y a Eric Berne qui parle des jeux relationnels. Donc, c'est très intéressant, les jeux relationnels. Et donc là, on va faire comprendre à l'enfant, il y a un gagnant et un perdant. Hein, ami, ennemi. Voilà, on va parler en langage très simple et on va, comme je vous le disais tout à l'heure, entre nous, je parlais de harceler, harceleur, on parlera plus de ça. On parlera gagnant-perdant, d'accord? Ne plus jamais étiqueter un enfant et lui permettre de sortir de ça. Et puis, lui poser simplement des questions fermées. Quand ils te font ça, c'est pour te faire du bien ou te faire du mal? Et s'ils ont réussi à te blesser, ça leur donne l'impression d'avoir gagné ou perdu? Donc, voilà les questions préalables qu'on pose. Donc, et on reprend les notions de perdant-gagnant. Quand tu es blessé, ben, tu as perdu. Et si tu n'es pas blessé, tu as gagné et c'est eux qui perdent. Comment ça se passe le jeu de l'idiot avant qu'on fasse un petit exemple avec Manon? Eh bien, dans la première étape, je vais dire à l'enfant, bah, raconte-moi qu'est-ce qu'ils te font. Donc, l'enfant va me raconter. Et puis, je vais lui dire, écoute, moi, je vais jouer ton rôle. Et toi, tu vas jouer le rôle de ton harceleur. Donc, tu vas m'insulter. Tu vas me dire exactement tout ce qu'on te dit. Ne t'inquiète pas, on est dans un safe place ici. Tu peux, même s'il y a un gros mot qui sort, il n'y a aucun souci. Et puis, moi, je vais essayer de t'arrêter. On va essayer de l'arrêter en jouant son rôle à lui, d'accord, ce qu'il nous a raconté. Et donc, évidemment, ça ne marche pas. On va s'énerver, on va bouder, on va dénoncer. On va dire à l'enfant, bon, bah, écoute, visiblement, je vois que ça marche pas. Alors, l'enfant va trouver que c'est un petit peu drôle ou pas. Ou en tout cas, il va voir qu'il prend confiance. On va reprendre les notions de gagnant-perdant, toujours. Pas harceleur, harceleur. Gagnant-perdant. Qui a gagné, qui a perdu. Et puis ensuite, on va faire le même principe. Bon, laisse-moi une deuxième chance, mais cette fois-ci, je vais essayer de faire mieux. Et puis cette fois-ci, on va jouer le plus calme, le plus courtois possible. On va pratiquer les méthodes, les petits tips que je vais vous donner tout à l'heure. On va penser à la règle d'or, comporte-toi avec l'autre comme tu aimerais qu'il te comporte avec toi et pas comme il se comporte avec toi. On va adopter la technique de la réponse à tout, puis l'enfant va abandonner. On va reprendre avec lui les notions de gagnant-perdant. Je vais arrêter mon petit partage et je vais donc faire cet exemple avec Manon, si tu veux bien. Donc Manon, on va dire que tu es une jeune fille, une petite fille, tu choisis l'âge que tu veux, qui te fait embêter, tu te fais embêter à l'école. Et donc tu viens me voir, alors je peux être soit thérapeute, soit prof, soit CPE, soit tes parents. Et puis tu viens me raconter ce qui se passe. Bonjour Manon. Si on reprend, donc moi j'ai 12 ans, D'accord, on en était là, et donc tu es mon enseignante, si tu veux bien. très bien. Super. Et donc moi j'ai un souci, en fait, tout le monde se moque de moi parce que on me dit tout le temps que je suis mal coiffée. Et du coup, voilà, tous les jours on me dit que je suis mal coiffée et je sais pas quoi faire par rapport à ça. Euh, Ok. Tu as voilà, quel âge, Manon? 12 ans. 12 ans, d'accord, pardon. Donc, tu as 12 ans, tu es collégienne. Qu'est-ce qu'on te Ouais. dit exactement sur ta coiffure? Alors, tu peux me dire hein, enfin, tout ce qu'on te raconte. Qu'est-ce qu'on te dit exactement? Bah, on me dit que c'est pas beau, que je sais pas me coiffer, que mes cheveux ils sont trop longs, que je devrais les couper. Voilà. D'accord. Et toi, comment est-ce que tu réagis, Manon? Bah, moi, je leur dis que bah, en fait, je m'énerve tout le temps. Je leur dis que c'est Ok. hyper méchant, que ça se fait pas de faire ça, que je vais les dénoncer et tout, et que c'est pas juste. Et voilà. Ok. Eh bien, écoute, si tu veux, je vais te proposer qu'on fasse un petit jeu de rôle. Ok. Donc, souviens-toi, si la personne qui a embêté, elle montre hein, qu'elle est touchée, eh bien, elle a perdu. Et par contre, si elle montre qu'elle n'est pas touchée, elle a gagné. Alors,
Ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas jouer le rôle des filles qui t'embêtent. Je sais pas si c'est des filles, des garçons. D'accord? Tu peux me dire tout ce qu'on te dit, même si il y a des gros mots, des choses pas sympas, t'inquiète pas, ici on est dans un safe place. Et puis moi, je vais jouer ton rôle, Manon. Donc j'ai 12 ans, je me fais embêter tout le temps par ma coupe de cheveux. Et puis je vais essayer de voir comment je peux faire arrêter les gens qui t'embêtent. Si j'arrive à t'arrêter, j'ai gagné. Et si j'arrive pas, c'est toi qui as gagné. T'es d'accord? Ok, donc je dois gagner. Eh ben oui. Alors on y va. Ok. Euh... Pardon. Ok, je me concentre. Oui, Manon, tes cheveux, ils sont trop moches. Ça te saoule pas que tes cheveux ils soient trop moches? T'en as pas marre? Mais arrête de me dire ça tous les jours. Ah ouais, ça te saoule. Ah. Ouais, bah, je comprends, moi, si j'avais des cheveux comme ça, ce serait pas ouf. Ça me ferait un peu chier au quotidien. Non, mais ça va pas, mais t'as vu les tiens. Ouais, c'est ça. Euh, Puis c'est pas vrai en plus. Ils sont très beaux mes cheveux. Ouais, bah, c'est bien si tu penses ça, franchement, c'est super. C'est bien d'avoir confiance en soi comme ça, c'est bien d'être dans l'illusion. Non, mais je vais aller voir la prof. De toute façon, c'est pas la première fois, hein. Je te l'ai dit, hein. Si tu continues, je vais voir la prof. Tu vas voir, hein. Ouh, j'ai trop peur, ça me fait trop peur. Ouais, même le CPE, hein, tu vas voir. Le CPE. Non, mais n'importe quoi, hein. Tous les jours, vous me dites ça. Tous les jours, tu me dis ça. Bah, en même temps, tu changes pas tes cheveux, donc bon, faut pas qu'on t'aide, hein. Mais Donc, je continue. est-ce que j'ai réussi à t'arrêter là ou est-ce que pas du tout? Ben, pas trop. Pas trop. Pas Ouais, trop. ça m'a pas eu l'air très efficace. J'ai pas l'impression d'avoir gagné. Bon, pourtant j'ai un peu réagi comme tu m'as dit que tu Ouais, faisais. j'ai senti que tu cherchais à te défendre. Ouais. Ouais. Écoute, je vais essayer de faire mieux. Est-ce que tu me donnes une seconde chance? Tu me redis tout pareil et cette fois-ci je vais essayer de faire un peu mieux, d'accord? On y Ça va. marche. Je te donne une seconde chance. On y va. Ok, top deuxième. Bon, bah alors, toujours aussi moche tes cheveux? Ah ouais, tu trouves? T'aimes pas? Ah ouais. Moi j'aime Bah, bien. bah ouais, en fait, enfin, c'est pas ouf, quoi. Moi, je ne serais pas fière à ta place. T'as trop raison. Moi j'adore ta coupe, hein. Je le disais hier à Léa, je disais ouais Manon elle est trop bien coiffée. Ouais. Franchement, t'as la classe. Ah ouais, ok. Ouais. Ça me fait Euh, plaisir de te le dire en plus. Ouais, ouais, ça fait plusieurs fois que je veux te le dire. ok. Ouais, bah, je trouve, enfin, euh, ok, bah après, c'est pas réciproque, mais bon, c'est sympa. Ah ouais, ouais. Bon, écoute, oh, tu sais, hein, on a tous les coupes qu'on a. Non, mais la tienne, elle est chouette. Elle est chouette. Puis c'est vrai que c'est pas terrible là. C'est pas terrible. Je sais pas où tu te fais coiffer, toi. C'est pas mal. Pas mal du tout. Ah ouais? Tu, Ah ouais, j'aime bien. bah, en J'aime. vrai, si tu veux que je te donne des conseils, Ah ouais, j'aimerais trop, hein, trop cool, hein. Trop cool. Comme ça, c'est vrai que, ouais, là, c'est bof. Bah merci Manon, t'es cool. C'est gentil, ça me fait plaisir. ouais, bah, de rien, hein. Alors, est-ce que j'ai réussi à t'arrêter là? Comment tu t'es sentie? Bah, bah, c'est déjà plus difficile. Après, c'est dur de se mettre dans la peau de harceleur, mais ouais, c'est déjà plus difficile de trouver quoi dire pour embêter la personne, en fait. De C'est trouver des ça. Je t'ai formes de sentie un progression. petit peu surprise, hein. Je t'ai sentie un peu surprise en fait, entre la première et la deuxième manche, bah, tu t'attendais pas tellement à ce que je puisse te dire ça, en fait. Ouais, c'est plus, il faut être plus inventif pour détourner le truc. C'est plus difficile d'harceler, là. Alors, par contre, Manon, et donc pour tous les autres, il faut prévenir l'enfant que la situation au début, elle risque de s'aggraver avant de s'améliorer. C'est-à-dire que c'est pas sûr que la situation, elle s'arrange tout de suite. Et il faut le faire tout le temps, pas une fois de temps en temps. C'est-à-dire que si une fois tu vas me féliciter, tu vas complimenter, là je vais donner des petites choses, mais qu'après tu t'énerves, bah, ça fonctionnera pas. Il faut vraiment le faire tout le temps.
Et puis, donc, voilà un petit peu les techniques, les tips que vous pouvez donner aux enfants. Ça, c'est important parce que c'est bien beau de lui expliquer, mais il faut lui montrer comment on fait. Alors, comment on fait concrètement? Je sais pas si tu as remarqué. D'abord, je t'ai questionné, d'accord? Je t'ai dit, ah, Mhm. tu trouves? Mhm. Alors, je vais vous donner un exemple, hein. Ça peut être, ah ouais, tu trouves que je m'habille comme un PD? Alors, pardon pour le mot, mais c'est souvent ces mots-là qu'on utilise en cours de récré. Ah ouais, tu trouves? Ah ouais. Ah ouais, ben, qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu vois, donc là, par exemple, je te pose deux questions. Ah ouais, tu trouves? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, c'est mon pantalon, c'est le côté slim ou c'est peut-être mon pull. Donc, je questionne. Je questionne. Là, qu'est-ce que je fais? Je te déstabilise. Je dévie. Je fais une rupture de pattern. Tu es en train d'être méchante avec moi et moi, je te pose une question. Et c'est c'est n'importe quel type de question, du coup, ou de description d'aller plus loin dans l'insulte. C'est n'importe quel type de question, c'est-à-dire. Ben, quand tu dis il faut questionner, du coup, euh, il faut poser n'importe quel type de question. Enfin, C'est du coup, souvent, ah le bon, fait de tu trouves? questionner, C'est ce qui marche, souvent, ah bon, tu trouves? Qu'est-ce qui te fait dire ça? ok, Ça, c'est des phrases passe-partout. Ah bon, tu d'approfondir trouves? quoi. Mhm. Avant, tu Qu'est-ce trouves. qui te fait dire ça? Ok. Ensuite, je peux approuver, tout simplement. Hmm. Ah ouais? Ah ouais, tu trouves? Ah ouais. D'accord, tu as vu que j'ai fait ça également. Ah ouais, ouais, ouais. Mhm. Donc, alors, on fait pas forcément tout en même temps, d'accord? Et puis, si une fille, elle aime beaucoup ses cheveux, elle n'est pas obligée de dire ah ouais, ils sont moches. Mais n'empêche que ça crée de l'asymétrie relationnelle. Ça crée quelque chose, ça crée de la déstabilisation cognitive chez Mhm. l'adversaire. Et puis, je t'ai fait un compliment. Tu me fais un reproche et je t'ai dit, t'es trop classe. T'es trop classe. T'as de la chance. T'es bien coiffée. Je sais pas Mhm. exactement comment je l'ai formulé. Donc, questionner, approuver, faire du compliment paradoxal, d'accord? Alors, par exemple, ça va être oh ben, t'es toujours à la traîne, toi, t'es toujours en retard, t'en éclates dans ton devoir. Donc, le compliment paradoxal, ça va être ah ouais, t'as déjà fini, toi, mais t'as trop de la chance d'avoir fini. Ah ouais, ah ouais, c'est cool que tu comprennes bien. Bah ouais, c'est facile. Ah ouais, tu trouves? Ouais, des fois, je mets du temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire quelque chose où je vais permettre à l'autre de penser autrement. Et puis, il y a quelque chose qui marche très, très bien, c'est l'autodérision. L'autodérision, c'est par exemple, si tu vas me dire, mais tu sais que t'es grosse, ben, je vais te répondre, ah mais carrément, t'as pas vu ma mère. Donc, t'as pas vu ma mère, elle rentre plus dans ses pantalons, par exemple. Donc là, la personne en face s'attend pas du tout, non seulement à ce que j'accepte qu'il ou elle m'ait traité de grosse, mais qu'en plus, j'enfonce hein, dans l'autodérision. D'accord? Donc, par exemple, l'autodérision, ça peut être... euh, qu'est-ce qu'on peut voir encore dans l'autodérision? Bah, par exemple, bah alors, la petite intello, t'es sortie avec le prof pour avoir un 18? Ah, bah si tu savais, je suis sortie avec le CPE, le directeur, et maintenant je cherche à joindre le Premier ministre. C'est-à-dire, c'est de l'autodérision, c'est un peu ridicule. Mais ça montre que je suis détachée. L'autodérision, c'est un grand principe pour se libérer de- du jugement des autres. Et ça montre, en fait, c'est une façon de dire, je ne suis pas touchée, tout ça. Accepter, questionner, approuver, complimenter, compliment paradoxal, autodérision. Tout ça, ça montre que je ne suis pas touchée. Et même si je suis touchée, ça s'apprend. C'est ça que je voudrais vous transmettre aujourd'hui et transmettre, que vous puissiez transmettre aux enfants. C'est ça s'apprend. C'est pas quelque chose de très compliqué, mais par contre, c'est pas inné. Voilà, ce Ok. que je propose, c'est laisser éventuellement un temps pour les questions, si tu veux bien. Ben oui, je vous invite à poser vos questions dans le chat, du coup, est-ce que vous avez des questions sur cette méthodologie-là, comment elle fonctionne, des exemples de mise en place. Euh, Ce que je vous propose pour lancer, parce que souvent les personnes sont un peu timides de poser une première question, c'est de moi lancer une première question. Très Euh, bien. du coup, je me demandais si tu avais par exemple un exemple d'enfant que tu as suivi Oui. qui a expérimenté du coup cette méthode et pour qui ça a marché, que tu pourrais nous partager, tu vois, un cas un peu concret. Oui. Euh, Effectivement, ça c'est important, les cas concrets. Alors, je pense à
Euh, je pense à une petite fille à qui on disait toujours qu'elle était mal habillée. De facto, c'est vrai que c'était une petite fille. Elle me disait, hein, ma maman m'achète pas beaucoup de vêtements, on est une famille nombreuse et moi ça me fait de la peine. Donc toujours quand on questionne la situation, eh ben, bien évidemment, on va s'intéresser au contexte de l'enfant, à son contexte de vie, contexte familial. Donc d'abord, on a discuté sur le fait que ben, chacun avait ce qu'il avait et voilà, on a un petit peu discuté sur le fait que c'est ok si elle a pas plein de vêtements et que peut-être il y a une partie de ce que dit l'autre, peut-être il y a des choses qui lui plaisent pas et que c'est pas si grave que ça. Voilà, il y a aussi une question de dédramatisation qu'on peut faire seulement quand on a accueilli les émotions d'autrui. Attention, hein, on ne fait pas de la relativisation avant d'avoir accueilli les émotions. Et puis ensuite, donc, on a fait comme ça un petit jeu de rôle. Et en fait, comment elle s'en est sortie? Eh bien, elle a demandé aux filles, et toi, où est-ce que tu achètes tes vêtements? J'adore ce que tu portes. Et alors, en plus, elle l'a fait pour déstabiliser. Et l'autre lui a dit, ben, j'achète sur tel site. Et donc, du coup, elle s'est fait des copines après parce qu'elle a acheté au même endroit ou parce qu'elle lui a dit, tu pourrais me prêter ton pull ou des choses comme ça. Et donc, ça a très, très bien fonctionné. Je pense aussi aux insultes, enfin aux moqueries sur les noms de famille. Donc la personne, du coup, elle a validé et elle s'est elle-même moquée de son nom de famille et du coup, ça a complètement déstabilisé l'adversaire. Donc oui, ça marche très bien. Il faut que l'enfant, d'abord, il se sente compris par moi, accueilli. D'accord? Que je valide que c'est une situation difficile, qu'il ait bien compris que c'est en se comportant avec l'autre de la manière dont on aimerait qu'il se comporte avec nous qu'on peut obtenir quelque chose et qu'il a compris de cette histoire de gagnant-perdant, la machine à sous ou bien la machine de la foire du trône. Voilà, alors je vois qu'il y a pas mal de questions. À partir de quel âge alors je vois pas toutes les questions. À Si partir tu veux, je peux faire, je peux être le. alors je vais commencer par la première que j'ai vue. À partir Commence de par la quel première et âge ensuite je te poserai les questions, ok? Vas-y. voilà. À partir de quel âge se pratique le jeu de l'idiot? Alors, à partir du moment où on est tout petit, alors qu'est-ce que c'est tout petit? Primaire, hein, pas avant. Mais à partir de 6 ans, par exemple, on peut tout à fait le faire, ce jeu de l'idiot, il y a aucun souci, avec des choses simples. Voilà, avec des choses simples, c'est-à-dire que on va par exemple, l'autodérision, c'est peut-être un peu compliqué pour les petits, mais par exemple, le compliment paradoxal, ah ouais, mais toi, si par exemple, je me fais traiter de t'es nul en maths, ah mais toi, t'es super fort. Tu vois, maintenant, c'est pas très compliqué. Simplement, faut s'entraîner avec l'enfant. Voilà, alors il y avait d'autres questions. Oui, alors bah, du coup, il y a des questions un petit peu sur la mise en place concrète. Par exemple, est-ce que c'est une bonne idée de faire ces scénettes lors d'ateliers de groupe pour, enfin, dans le sens de ne pas donner des clés aux harceleurs pour être encore plus harceleurs. C'est une très bonne question. Merci à la personne qui a posé la question. Alors, j'anime des ateliers dans des écoles. C'est pas ça, en fait, que ça donne comme effet. Ce que ça donne comme effet, c'est que les enfants harceleurs, parce que souvent on me dit avant, voilà, dans cette classe, il y a un tel qui a vachement embêté ses camarades là-dessus et là-dessus. Et en fait, à ce moment-là, il se sent ridicule, cette personne. Donc, c'est pas que ça donne des idées aux harceleurs, c'est plutôt que ça donne des idées aux harcelés de déstabiliser. Et en fait, on rigole beaucoup aussi dans ces ateliers. Il y a des adultes qui sont très doués pour ça. Moi, je fais ces ateliers avec profs et enfants. Et donc, ça permet aussi, on joue avec les profs. Et en fait, ça permet des techniques de réponse à tout. Et il y a des gens, du coup, il y a des enfants qui retiennent. Ah ouais, mais ça, c'est facile. C'est pas compliqué et je pourrais dire ça. Merci pour la question, en tout cas. Oui, après, il y a plusieurs questions sur comment on peut intégrer ça en complément du plan phare. Donc, par exemple, est-ce que est-ce que vous considérez plutôt en amont ou comment ça peut complémenter lorsqu'il y a déjà des plans phares mis en place dans les établissements? Alors, c'est deux choses qui sont différentes. Le programme phare, ça se met en place dans un établissement. Le jeu de l'idiot, vous l'avez compris, ça peut se faire à la maison, ça peut se faire en classe, en complément du programme phare. Disons que la méthode du jeu de l'idiot, c'est pas une méthode d'intervention, c'est une méthode de prévention. Donc, ça peut se faire tout le temps. On peut faire un atelier là-dessus. Tiens, on prend les cartes. Alors, moi, j'utilise avec les enfants les cartes Tac à Tac des éditions Citrouille. D'accord? Ça se trouve très facilement. Tac à Tac des éditions Citrouille. Ça s'écrit Tac, tac, comme ça se prononce. Et donc, ça donne des petits exemples de moqueries.
Et puis, on s'entraîne avec ça. C'est indépendamment d'une problématique de harcèlement qui a lieu et où on met en place le programme phare. C'est pas la même visée. Il y en a un qui agit à méthode d'intervention, le programme phare, et là, c'est une méthode de prévention. Mm. Merci pour cette réponse. Donc, il y a plusieurs questions aussi autour euh, de cette posture du coup qu'adopte la personne harcelée. Oui. Est-ce que ça peut pas la mettre aussi dans un, comment dire, dans une position ensuite de complice de son harcèlement, que le harceleur, enfin, en tout cas, les gens qui l'ont harcelé peuvent lui dire, mais voilà, tu rigoles avec moi, tu me chambrais. Est-ce que ça rend pas ambigu, enfin, la question c'est, est-ce que ça rend pas ambigu la position de victime du coup? L'idée, c'est justement qu'il n'y ait plus de position de victime. Donc, il faut que l'enfant le fasse, d'où l'intérêt de s'entraîner avec aussi son non-verbal. Il faut qu'il soit convaincu. Et l'idée, c'est que ça doit faire arrêter le harcèlement. C'est pas, je comprends la question. La question, c'est est-ce que du coup, le harceleur ne va pas se dire, mon harcelé, il comprend rien, il est un peu débile, je vais continuer. Tiens, je vais me moquer de lui avec lui. D'accord? Ça, c'est une question de quelqu'un qui n'a jamais essayé parce qu'en fait, ça crée vraiment un effet de surprise qui fait qu'on n'a plus envie. Après, il faut que l'enfant, il arrive à le faire, j'ai envie de dire, entre guillemets, en son âme et conscience, c'est-à-dire j'ai confiance en moi, il faut s'entraîner sur le non-verbal. Et c'est pour ça qu'on peut, même si on apprend le jeu de l'idiot, avoir besoin de quelques séances auprès d'un professionnel pour travailler justement l'estime de soi. Mais l'idée, c'est pas que ça continue sur voilà, il faut pas que nous deux, moi et l'autre, on se moque de moi. Moi, c'est pour de faux et je fais de l'autodérision. C'est pour ça que le compliment paradoxal, c'est plus facile que l'autodérision. Je pense aux petits, par exemple, aux primaires. Moi, j'enseigne plus le compliment paradoxal. Donc, ah ouais, toi, t'es trop fort, plutôt que ah, je suis nul. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. D'accord, on avait dit accepter, questionner, féliciter, compliment paradoxal et autodérision. L'autodérision, je le garde pour les un peu plus grands. Ok. Merci beaucoup. Bah, justement, il y a une question sur la réponse par compliment. Euh, Oui. il y a une personne qui demande si c'est pas un peu hypocrite de du coup dire l'inverse de ce qu'on pense. Euh, Alors, tout à fait, mais il faut le faire vraiment avec naturel. C'est-à-dire que si je le fais, comment dirais-je, avec ouais, d'accord, par exemple, ah, mais toi, t'es toujours bien habillée. Ah bah là, forcément, je fais l'hypocrite. Il faut que je le fasse avec sincérité. D'où l'importance de l'entraînement. Ah ouais, toi, t'es vachement bien habillée. D'accord? Donc, il faut travailler le non-verbal pour pas que ce soit hypocrite, mais que ça surprenne. Si c'est hypocrite et si ça peut être agressif, voilà, comme par exemple, ah bah toi, t'es toujours bien coiffée. Tu vois, maintenant, quand on a fait le jeu de rôle, là, ça se voit que je suis hypocrite et que je veux t'embêter. ok. Et il y a une question qui, je pense, est très importante. Donc, tu as parlé de la liberté d'expression. Et quand on dit au harceleur qu'il a le droit de dire ce qu'on dit, il y a la question de la liberté d'expression qui se pose dans le sens où s'il y a quelque chose qui est raciste, qui est sexiste, grossophobe, etc., c'est interdit par la loi. Donc, est-ce que là s'applique aussi le principe de liberté d'expression n'est pas interdit par la loi Est-ce qu'il n'y a pas des limites à cette liberté d'expression quand même? Alors, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la liberté d'expression. Néanmoins, on dit souvent à nos enfants, personne n'a le droit de te faire du mal. Si quelqu'un te fait du mal, voilà, c'est interdit. Personne n'a le droit. Et ça, c'est pas un service qu'on rend à nos enfants parce que de facto, il y a beaucoup de gens dans leur parcours qui vont leur dire des choses pas cool. En revanche, même si c'est pas permis par la loi, on va dire à l'enfant, tu sais, tu n'as pas de télécommande sur le cerveau d'autrui, sur l'autre est libre de te dire ce qu'il veut. Par contre, toi, ce que tu peux modifier, c'est ta manière de réagir. Et c'est un principe, ça, en psychothérapie, c'est je fais ce sur quoi je peux avoir du contrôle. D'accord? On le voit bien, par exemple, on change ce qu'on peut changer. Comment on fait quand on est en face de quelqu'un qui est difficile, qui est nerveux, qui est, bah,
C'est comme les gens qui me disent, c'est pas normal que ce soit moi qui aille en thérapie, ce devrait être plutôt ma fille ou mon mari ou mon conjoint. Je leur dis oui, mais c'est vous qui êtes là, c'est vous qui souffrez de cette situation. Et donc, ce que j'explique aux enfants, parce que souvent les parents me disent, mais c'est pas juste, mon enfant se fait embêter et en plus c'est nous qui devons consulter. Oui, votre enfant se fait embêter, mais qui est-ce qui souffre? C'est celui qui souffre qui a une demande et c'est celui qui a une demande qui change. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir dire à l'enfant, que ce soit interdit par la loi, les propos racistes, sexistes, grossophobes, tout ce que tu veux, oui ou non. Mais là n'est pas la question. La question, c'est, mais l'autre peut te dire ce qu'il veut. Il a la possibilité, en tout cas, de tout te dire. Tu peux pas intervenir là-dessus. Mais tu peux intervenir sur le poids que tu donnes aux mots que tu reçois. Merci. Euh, donc, on se permet de dépasser un petit peu, juste pour finir de répondre aux questions. Bien sûr, si vous souhaitez partir, on ne vous retient pas de toute façon, mais je sais que Claire est OK pour voilà, Moi, je répondre. suis tout à fait OK. J'essaye de me reconnecter sur ce à quoi j'étais connectée tout à l'heure parce que c'était plus pratique. Et si j'y arrive, à ce moment-là, je te reprends. Voilà. Si tu veux, prends une minute pour te reconnecter. Voilà, là, C'est aussi le pas temps très bien, que... mais je suis tout à fait OK pour répondre aux questions. Du coup, tu peux tu nous entends quand même. On peut quand même te poser des questions en même temps. Tout à fait. Incroyable. Tu nous entends bien? Très bien, parfait. Ok. Super. Donc, il y a une question donc, qui rejoint un petit peu une question qui a déjà été posée sur insister, par exemple, sur une caractéristique physique sur laquelle on harcèle. Là, c'est le fait d'être gros. Euh, Est-ce que ça ne peut pas réappuyer sur ce point-là et réactiver, enfin, et voir que c'est quelque chose qui fait réagir et du coup réactiver sur ce point-là parce qu'on s'est dit, ça l'atteignait pas, donc je peux le harceler là-dessus, enfin, je peux lui en parler, je peux le dire. Alors, si l'enfant est touché, c'est qu'il sait qu'il a cette caractéristique physique, et ça sert à rien de faire comme si il l'avait pas. Ça, c'est des fausses bonnes idées. C'est-à-dire, il y a certains enfants qui ont des caractéristiques physiques, et puis les parents n'osent pas trop mettre l'accent dessus. Mais quelqu'un un jour mettra l'accent dessus, quelqu'un sur son parcours, si c'est pas au primaire, c'est au secondaire, si c'est pas. Et donc l'idée, c'est de dire à l'enfant, ouais, mais c'est ok, ouais, t'es petit et alors? Les petits, ils ont plein d'avantages. Ils peuvent se faufiler partout. Tu peux ramper. Tu peux, voilà, on peut lui apprendre des citations, des blagues. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'être dans la réalité aussi. Tu as cette caractère. Moi, je donne souvent aussi aux enfants l'exemple Jamel Debbouze. Je leur Mhm. dis souvent, mais tu penses qu'il s'est jamais fait embêter quand il était à l'école? Mais il a dû se faire charrier et il en a fait sa force. Il y a beaucoup de comiques d'ailleurs, si vous réfléchissez, qui utilisent une caractéristique physique pour justement en faire une force et pas un défaut. Donc à la question, est-ce que ça peut pas renfoncer le couteau dans la plaie? Ben, l'idée c'est que ce soit plus une plaie quoi en fait. Et donc Mhm. si un enfant il est tout petit ou qu'il a une grosse oreille, mais il l'a déjà entendu, donc ça sert à rien de faire comme si, etc., etc. J'ai une grande oreille, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Donc, il y a une question qui est peut-être aussi encore le prolongement, mais je pense que comme c'est une méthode qui est déstabilisante aussi pour les personnes qui le découvrent, il y a plein de questions concrètes. Donc, une question autour de est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'enfant se referme sur lui-même parce qu'il juge que son problème n'est pas pris au sérieux? Dans le sens de banaliser en fait et enfin, de banaliser, de dédramatiser son problème, de dire mais en fait moi ça m'impacte énormément. Comment gérer ça en C'est fait? une très très bonne question. Ça me fait penser aux ateliers Faber et Maslich, que peut-être certains d'entre vous, s'il y a des enseignants ici, certains connaissent. Quand un enfant, par exemple de 3 ans, vient vous voir, 4 ans, en vous disant «Il m'a piqué mon ballon», eh ben, je vais pas lui répondre «Oh, bah, tu t'en fiches, t'en as des autres, oh, bah, ça se trouve, tu lui as pris hier». Je vais lui dire «Oh là là, mais qu'est-ce que c'est triste ce que tu ressens». Et c'est en lui disant ça que je vais valider ses émotions qui va aller mieux. C'est pareil, c'est-à-dire que le jeu d'idiot, il se fait une fois qu'on a validé avec l'enfant ses émotions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pu lui dire, waouh, mais c'est pas évident, raconte-moi comment tu t'en sors, je comprends ce que tu ressens, d'accord? Accueil des émotions toujours. Si la méthode, elle arrive tout de suite en méthode
C'est comme, voilà, je forme des praticiennes en pédagogie positive, je leur explique. C'est la psychologie positive, la pédagogie positive, elle intervient une fois qu'on a déjà validé la problématique. Si on n'a pas validé la problématique, le risque, effectivement, c'est que l'enfant se dise, mais je suis pas entendu, en fait. Là, il est en train de me prendre un petit jeu, mais en fait, je suis pas entendue dans ma souffrance. Donc, toujours prendre un temps pour faire savoir à l'enfant qu'on a compris et que c'était pas facile pour lui. Et toujours lui demander. C'est pour ça que j'ai montré un petit slide tout à l'heure où il y avait marqué, on questionne la situation. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'ils te disent? Et toi, comment tu réagis? Et qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu veux que je t'en sorte? Là-dedans, bien sûr, il y a validation des émotions. C'est pas facile ce que tu ressens. Est-ce que tu veux que je t'apprenne une méthode pour déstabiliser? Et je comprends que tu sois triste. Et c'est une bonne idée que tu m'en... Moi, je félicite toujours les enfants de venir m'en parler. C'est une bonne idée d'être venu m'en parler parce que plutôt que maman intervienne, plutôt que quelqu'un intervienne, je vais t'apprendre à t'en sortir tout seul. Est-ce que tu veux? Donc, merci pour cette question qui me permet de réaccentuer. On accueille d'abord les émotions de l'enfant. Merci pour cette précision. Et je vais poser une dernière question. Il me semble que c'est la dernière question. N'hésitez pas à me dire si je n'ai pas relayé votre question. Je vous envoie d'ailleurs, on vous envoie d'ailleurs juste après un questionnaire d'évaluation. Vous pouvez partager ce que vous avez pensé de ce webinaire et nous faire des suggestions d'autres sujets que vous aimeriez traiter. Voilà, après cette présentation, il y a une personne qui pose la question, du coup, concrètement, quand mettre en place des ateliers autour du jeu de l'idiot? Est-ce que, par exemple, ça pourrait être en prévention, en groupe classe, lors d'une heure de vie de classe, par exemple, ou dès le début de l'année? Est-ce que vous avez un conseil là-dessus? Alors, ça peut être fait à n'importe quel moment de l'année. C'est sûr que plus on le fait tôt dans l'année, plus les futurs harceleurs, ils vont se dire, bah tiens, je vais avoir l'air ridicule si je fais ça, donc je me calme. C'est une méthode qui est plutôt une méthode de prévention. Donc, si vous avez des enfants, là, vous avez entendu aujourd'hui ce webinaire, vous pouvez faire avec eux un jeu comme ça en faisant ce jeu de rôle. Comment on l'introduit en classe? Moi, je fais des petits ateliers. C'est des ateliers qui peuvent être pris sur une heure de cours. Et donc, une heure de cours, j'explique très rapidement. J'explique pas du tout les limites des autres méthodes. Ce que je vous ai expliqué, je parle pas du programme phare, etc. Je parle simplement du fait que le harcèlement est une relation et je parle de la machine à sous. C'est tout. Et ensuite, je fais par deux, d'accord? Deux enfants, un qui joue l'agresseur, un qui joue l'agressé, et je fais directement la phase 2, c'est-à-dire directement, non pas comment, regarde comment tu réagis, ça marche pas, mais directement, tiens, est-ce que tu peux lui répondre en le déstabilisant? Et donc, j'enseigne, questionner, approuver, féliciter, compliment paradoxal, autodérision. Voilà. Super. Merci beaucoup, Claire, pour cette intervention qui Merci à est toutes. très riche et de tous ces outils que vous nous avez partagés. Euh, voilà, je vous partage aussi mon écran si tout se passe bien euh, avec le lien vers donc ce questionnaire d'évaluation. Et moi, hop, en attendez, voilà, que vous pouvez du coup scanner directement sur votre téléphone. Voilà, l'idée, c'est de vous dire, et que aussi Antonina vous a envoyé dans le chat. Euh, voilà, l'idée, c'est de nous faire un retour, de nous dire est-ce que vous avez apprécié le sujet, des suggestions pour les prochains webinaires. Mais je voudrais surtout, pendant que vous remplissez ce questionnaire, remercier encore une fois Claire pour d'avoir accepté d'intervenir pour nous sur ce sujet qui est vraiment très important et qui était aussi une demande de la part des parents, de la part des enseignants qui participent à l'ISA. Donc, j'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous apporter des billes sur ce sujet-là. Je voulais aussi remercier beaucoup Antonina qui s'est occupée un peu dans l'ombre de tout ce webinaire, qui a tout organisé. Donc, merci beaucoup. Et voilà, et Michaela d'être une super chef de projet. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y avait une question sur l'attestation, une attestation de participation. Généralement, on ne délivre pas d'attestation de participation à l'issue des webinaires. Mais si vous souhaitez, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on pourra peut-être on pourra voir ce qu'on peut faire si c'est nécessaire. Voilà, mais on n'en délivre pas automatiquement en tout cas. Euh, voilà. Merci Manon, merci Antonina et Michaela.
Et voilà, j'espère que chacun a pu apprendre quelque chose. Merci à vous deux, merci à tout le monde pour votre attention et vos questions pertinentes. Merci beaucoup. Et j'ai oublié de présenter quelque chose de très important aussi, qui est que nous avons un prochain webinaire auquel vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Heureusement que Antonina est donc là, euh, qui, euh, qui traitera du sommeil des enfants et des adolescents par une neuroscientifique spécialiste de la fatigue et du sommeil. Euh, et donc, ce sera dans pile un mois, le 26, de 18h à 19h, un tout petit peu plus tard. On s'est dit que ça pourrait correspondre un peu mieux à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, c'est possible. Et voilà. Et puis, vous retrouverez aussi le webinaire qu'on vient d'enregistrer en replay sur la chaîne YouTube du Learning Planet Institute, où il y a déjà tous les précédents webinaires qui ont été organisés à raison d'à peu près une fois par mois depuis à peu près 6 mois. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère que ça vous donnera à donner de l'inspiration pour répondre aux personnes qui ont du harcèlement.